Météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Une famille de Villefontaine, dans le Nord-Isère, suspectée d'être partie faire le djihad en Syrie. Le couple a disparu depuis 3 semaines avec 4 enfants. 3 de ces enfants sont des fillettes issues de précédentes unions. Leurs parents respectifs sont plongés dans une terrible angoisse. On rejoindra sur place à Villefontaine Céline Aubert-Régré. Nous reviendrons dans ce journal sur le succès du Festival de l'avenir au naturel à l'Albin. C'était ce week-end en Isère. Une grande foire écolo organisée par Jean-François Noblet. Il est mon invité ce midi et il nous parlera aussi de son dernier ouvrage, La nature au café du commerce, une compilation des préjugés et lieux communs sur la faune et la flore. Enfin, un mot de météo. L'après-midi est estival, largement ensoleillé et chaude pour la saison. En montagne, le temps devient plus instable avec le développement de nuages bourgeonnants. Quelques orages pourront exploser notamment sur le Vercors. Température de 25 à 30 degrés. On est donc sans nouvelles d'une famille recomposée de Villefontaine en Isère. Les proches craignent qu'ils soient partis faire le djihad dans un pays étranger comme l'Irak ou la Syrie, emmenant avec eux 4 enfants. On retrouve sur place à Villefontaine Céline Aubert-Régré. Oui, bonjour. Ici, dans le quartier des Charpennes, à Villefontaine, tous ici ont entendu parler de la disparition mystérieuse d'Eddie Leroux et de Djihan Makhzoumi. Beaucoup dépeignent ici un couple isolé qui parlait peu aux gens du voisinage. Histoire complexe que cette famille recomposée, partie, disparue il y a 3 semaines sans laisser de traces, avec leurs 4 enfants. Ils ont avec eux un bébé de 1 mois, mais également 3 fillettes issues de précédentes unions. Des parents biologiques qui tous, de chaque côté, dénoncent une radicalisation religieuse de leurs anciens conjoints. C'est la mère de Jana à Orléans qui est la première à alerter les autorités. Je vous propose de l'écouter, ainsi que le grand-père paternel, le père d'Eddie Leroux. J'ai plus de nouvelles depuis le 21 août. J'ai plus de nouvelles de la petite. Et là, je sais pas. Je sais pas il est où. J'ai aucune nouvelle, quoi. Moi, j'imagine simplement qu'il a quitté le territoire et qu'il est parti dans un autre pays pour faire son éducation à ma petite fille. Mais où? On n'en sait rien, on en saura sûrement plus courant de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on n'a pas de vérité. On n'a pas de vérité. D'après une source proche de l'enquête, la famille pourrait se trouver dans un petit village en Turquie. Si le couple ne s'est jamais caché de son désir de partir pour l'exil, pour la hijra, la piste du djihad en revanche a été envisagée mais elle n'est pas confirmée. Pour l'heure, le parquet d'Orléans a ouvert une enquête pour soustraction de mineurs quand le parquet de Vienne a lui diligenté une enquête pour disparition inquiétante. Car ce qui est certain, c'est que 3 enfants ont été séparés de leurs parents qui sont depuis plongés dans une terrible angoisse. Merci beaucoup Céline. Nous y reviendrons ce soir dans notre journal à 19h. Éducation à présent avec cette bonne nouvelle pour les étudiants. L'État les aidera à payer leur caution locative. Il s'agit de faciliter l'accès au logement. L'annonce a été faite par l'Iséroise Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Les détails de ce dispositif avec Jérôme Ducrot. Le dispositif de caution locative étudiante appelé La Clé permet aux étudiants de moins de 28 ans de bénéficier d'une garantie de l'État et d'être dispensés du paiement de la caution, quels que soient leurs revenus, leur situation familiale et leur nationalité. En cas d'impayé, le propriétaire sera dédommagé par un fonds de garantie. Inspiré par un dispositif en vigueur en Aquitaine depuis 2006, La Clé a été expérimentée en Rhône-Alpes pendant cette année universitaire. Les conditions d'octroi de La Clé imposent que le loyer soit plafonné à 500 € par personne dans notre région. 33% des étudiants louent un logement et 10% vivent en résidence universitaire. À noter que l'année dernière, l'État avait pris l'engagement de créer 40 000 logements étudiants supplémentaires en 5 ans en France. Voilà, eux en revanche n'ont pas besoin de caution, ce sont les élèves étrangers qui viennent en France dans des familles d'accueil. Une démarche intéressante favorisée par l'association AFS. Nous avons suivi ces jeunes à leur arrivée à Annecy. Michael Guillot, Jean-Pierre Rivet. Arrivés par le train depuis Paris, ils sont venus du monde entier, États-Unis, Japon, pour passer 3, 6 ou 10 mois à Annecy. Bienvenue en France.
Ils ont entre 14 et 18 ans et vont poursuivre leur scolarité ici, s'imprégner de notre culture et notre langue. On va commencer à parler français. Bon, on attendra peut-être demain pour le français. Place maintenant à la première rencontre avec les familles d'accueil. A little tired, but excited too. Donc elle est très fatiguée mais très excitée. Mais aussi on s'était beaucoup parlé avant sur Snapchat, on s'était envoyé des photos, on avait discuté par Skype, par appel, donc on est très contente de se retrouver. L'AFS est une association centenaire qui promeut le dialogue interculturel. La plupart des familles d'accueil ont déjà participé au programme. Pourtant, notez que l'association cherche encore des volontaires en urgence. On va te trouver une famille d'accueil. Il faut dire que les parents sont bénévoles et doivent s'impliquer. D'un strict point de vue légal, on est considéré comme des parents adoptifs. Donc c'est un enfant supplémentaire, on est responsable légalement et financièrement de l'enfant. Émotionnellement, ça nous ouvre sur l'extérieur. On a un enfant supplémentaire dans la famille, tout simplement. And this is the lake. Oh, it's beautiful. L'AFS est intervenue dans l'école de Petra. Séduite, la jeune Hongroise a choisi de partir 3 mois en France après avoir lu un roman sur une immigrée à Paris, un livre au titre évocateur. And then the French kiss. Okay. L'enthousiasme est de rigueur, y compris pour les parents. Moi, je dirais que c'est plus comme une amie du lycée qui reste un peu plus longtemps. Voilà. Avec Petra, ça va vraiment être une surprise. Peut-être dans une semaine, on pourra vous en dire plus. En tout cas, on a une grande joie. Si l'aventure vous tente, voici les coordonnées de l'association. Et pour les jeunes qui voudraient partir à l'étranger, sachez que les inscriptions sont déjà ouvertes pour l'été prochain. Et on ouvre une page écologie dans ce journal avant de retrouver sur ce plateau mon invité, Jean-François Noblet, grand amoureux de la nature. On le découvre d'abord en tant que fondateur du Festival de l'avenir naturel qui s'est déroulé ce week-end en Isère. Une grande foire biologique et écologique avec cette année un coup de projecteur sur les dangers des pesticides, notamment pour les agriculteurs avec la projection d'un documentaire. Joël Serroni, Nathalie Rapuc. Yannick est décédé il y a 1 an. Depuis, avec Maxime, notre employé, je continue à m'occuper de la ferme et des animaux que Yannick aimait tant. Yannick était agriculteur, mort, empoisonné par les pesticides qu'il employait sur son exploitation. Maladie de Parkinson, leucémie, lymphome, cancer de la prostate et de la vessie. Une épidémie de maladies graves frappe les agriculteurs. La mort est dans le pré donne la parole à ces hommes et ces femmes. Ils pensaient nourrir la planète et réalisent avec le recul qu'ils ont tué la terre qu'ils travaillaient, en pensant bien faire, parce qu'il fallait produire plus. En quelques dizaines d'années, l'agriculture intensive a réussi à effacer plusieurs millénaires de pratiques. Denis Camuset témoigne et met en garde. Il représente ici l'association Phytovictimes créée par les agriculteurs malades. Il estime qu'il fait partie des chanceux, certes dans un fauteuil, mais toujours vivant et militant. On n'a pas l'ambition de contrer des boutiques comme Monsanto, Bayer ou je ne sais qui, mais il faut quand même qu'ils sachent qu'aujourd'hui il y a des problèmes et que ces problèmes-là, il va falloir les résoudre. Un discours en résonance avec les idées que le festival défend depuis sa création. Jean-François Noblet se souvient des combats qu'il a fallu mener pour convaincre le département de l'Isère d'abandonner le désherbage chimique et le fauchage intensif au bord des routes. Finalement, j'ai convaincu. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça fait des économies au niveau financier. Alors là, ça a été l'argument choc. Voilà, donc les Français deviennent écologistes quand ça coûte moins cher, quand ça fait des économies. Voilà. Pour sa 18e édition, le festival a comme chaque année ouvert de nouvelles pistes aux générations futures. Susciter peut-être une prise de conscience grâce à ces témoignages de paysans repentis. Et des interviews supplémentaires tournées lors de ce festival sont à retrouver sur notre site internet alpes.france3.fr. Jean-François Noblet, bonjour. Bonjour. On l'a dit, vous êtes le fondateur et non l'organisateur de ce festival. On a le sentiment aujourd'hui que les gens sont quand même assez sensibilisés à cette agriculture bio, sans pesticides. Est-ce que je me trompe ? Non, vous avez tout à fait raison. On a quand même réussi le consensus sur beaucoup de sujets d'environnement et d'écologie. Et il est clair que la société évolue. Aujourd'hui, plus personne défend l'usage des pesticides et tout le monde sait que c'est dangereux pour la santé humaine, mais aussi pour la nature.
Alors, on l'a vu peut-être dans le reportage, enfin certains d'entre vous l'ont peut-être vu, vous aviez dans votre main ce livre, La nature au café du commerce, préjugés et lieux communs sur la faune et la flore. Des préjugés, il y en a tant que ça? Écoutez, moi, tout au long de ma carrière, j'ai été victime de ces préjugés, ces lieux communs qu'on entend au café du commerce. Oh, les écologistes relâchent des vipères, les animaux sont méchants, les serpents têtent les vaches, etc. Et donc, j'ai voulu tordre le cou à ces rumeurs, à ces idioties qu'on entend au café du commerce ou dans les bals populaires, en quelque sorte. Et j'avoue que c'est un exercice intéressant parce que j'en ai pris 29 de ces rumeurs. J'essaye de leur tordre le cou de manière un peu amusante, avec des anecdotes vécues, mais aussi avec un argumentaire, ce qui permet à chacun de se défendre et éventuellement de photocopier telle ou telle page et de la mettre dans la boîte aux lettres du voisin qui n'a toujours rien compris à la nature. Allez, un exemple. Une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est les rhinocéros. La corne de rhinocéros est-elle aphrodisiaque? Et vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, moi je reviens d'Afrique du Sud, il y a 680 rhinocéros qui ont été braconnés cette année. Mais c'est incroyable, tout simplement parce qu'on pense que la corne de rhinocéros est aphrodisiaque. Alors moi, j'ai dans mon livre un modèle de lettre. J'écris, je coupe mes ongles de pied, et je les envoie à l'ambassade de Chine et du Vietnam en France en leur disant, écoutez, je vous donne gratuitement cette kératine bio qui pourra certainement remplacer encore mieux la kératine des cornes de rhinocéros. Et je peux le prouver qu'en termes sexuels, ce n'est pas si mauvais que ça. Et je le fais gratuitement pour un grand pays, parce qu'il est incapable, ce grand pays, d'arrêter ce braconnage et ce commerce. Jean-François Noblet, de manière assez rapide, quel regard vous portez aujourd'hui sur les élus écologistes? Écoutez, je me réjouis beaucoup de l'élection d'Éric Piolle et de son équipe à Grenoble. Je viens de rencontrer, je le connais personnellement, je l'ai soutenu personnellement. J'ai rencontré la semaine dernière l'adjointe qui s'occupe de l'environnement, Lucille Lheureux. J'ai été vraiment heureux de voir sa mobilisation et sa compétence. J'ai beaucoup d'espoir. Je pense que les Isérois vont trouver un modèle épatant. Merci beaucoup en tout cas Jean-François Noblet d'être venu sur notre plateau. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et comme chaque lundi, on retrouve notre chronique Alpes Express. Alors Fabrice Liegard n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il nous a laissé un très beau reportage sur la réalisation des toits en lauze dans la vallée d'Aoste. Un véritable savoir-faire transmis parfois de génération en génération pour sublimer les villages. Fabrice Liegard, Didier Albrand. Si la nature n'a eu besoin de personne pour façonner les sommets de la vallée d'Aoste, ce sont les Valdôtains en revanche qui, dans un grand concert de coups de marteau, ont depuis toujours sculpté la silhouette de leur village. Ettore est de ceux-là. 32 ans qu'il manie son or gris, des plaques de lauze, grandes parfois comme les deux paumes de ses mains, plus toutes celles qui les ont précédées sur les toits du Val d'Aoste. Ce travail, moi, je l'ai appris de mon oncle, qui lui-même l'avait appris de mon grand-père. Si bien que chaque lauze que nous posons aujourd'hui redonne vie à tous ces vieux artisans disparus, à leur savoir-faire, leur intuition. La grande expérience qu'ils avaient dans les mains revit chaque jour dans ce travail que nous faisons ici. Losista sarai, figlio mio, poseur de lauze tu seras, aurait pu dire Ettore à son fils. Mais non, c'est André qui, depuis 8 ans, a choisi de faire des toits son moi. Choisi de manipuler ces plaques de 30-40 kilos parfois, de les tailler, les percer, les associer et puis enfin les poser. Maintenant, après 8 ans, tu vois la lauze et il va là. Les premières fois, tu la mets en bas, après tu en essayes une autre, tu dois en essayer 3-4 avant qu'il ne mette la bonne. Où que vous posiez votre regard en vallée d'Aoste, les lauses sont partout, sur les toits des maisons, des églises et même au plus haut des dernières demeures. Ettore et la petite cinquantaine de poseurs de lauze que compte encore la vallée ont bien travaillé. Mais son deuxième fils aussi, Mathieu, l'ingénieur de la famille, a recensé dans sa thèse de l'école polytechnique de Milan tout ce que la vallée d'Aoste compte de trésors en lauze. Ici, la lauze a toujours été utilisée comme un matériau local extrait des montagnes de la vallée. Pour les Valdôtains, c'est une façon de ramener la montagne jusque sur les toits des maisons. C'est pour ça que tous ces toits s'intègrent si bien dans ce décor. Ils permettent d'uniformiser le paysage pour qu'il reste un miroir de nos montagnes.
Un bienfait largement encouragé par la région Vallée d'Ost. Jusqu'à il y a 2 ans, des aides régionales permettaient à un propriétaire de financer parfois jusqu'à la moitié du prix de son toit en lauze. De quoi aider à l'éclosion de petits bijoux des Alpes comme celui-ci, Fenêtre, un petit village laissé de côté par la modernité avant de renaître de ses lauses. Nous n'avons choisi que des lauses récupérées ici ou sur de vieux toits pour les poser de façon irrégulière dans la pure tradition des toits valdôtains installés jusque dans les années 60. Après cette date, certains ont voulu économiser du matériau en taillant la pierre de façon plus régulière, géométrique. Mais pour moi, c'était une façon de faire qui faisait perdre un peu trop de son âme à notre tradition. Assurément, le rêve de tout poseur de lauze valdôtain est à Fenêtre. Même si Ettore, lui, en caresse un supplémentaire. Faire classer les toits en lauze valdôtain au patrimoine de l'UNESCO. Un nouveau rêve peut être seul capable de chasser son cauchemar d'homme de pierre. Mon oncle me disait, quand tu commenceras à rêver les lauses, tu auras appris quelque chose. Moi, je rêve encore. Parfois, j'ai des cauchemars de poser un toit qui n'a pas la couverture, qui perd, qui a des fuites. Ça, c'est un cauchemar que j'ai encore parfois maintenant. Et je dis, mais c'est pas possible, ce toit-là, je l'ai fait il y a 30 ans. J'avais regardé quand il pleuvait pas, et maintenant il perd. Ça, c'est pas possible. Après, je me réveille, je dis non, c'est un cauchemar, c'est pas la réalité. Du sport avec la présentation du Chambéry-Savoie Handball. Les joueurs se préparent pour la prochaine saison. Reportage. Sur le championnat. Pour la 21e année consécutive, Chambéry se prépare à jouer une nouvelle saison dans l'élite du handball français. C'est trop léger ça. Une saison pour remettre les pendules à l'heure après un exercice 2013-2014 sanctionné par une 8e place peu flatteuse pour un club habitué à jouer le haut du tableau. Alors pour les Savoyards, cette année, les choses sont simples. Le but à atteindre est facile à comprendre. Il faut reprendre le terrain perdu. L'objectif principal, c'est d'être très régulier en championnat et d'aller obtenir le minimum, c'est-à-dire au moins dans les 3-4 premiers pour être européen. Pour réussir sa remontée au classement, le Chambéry-Savoie Handball pourra s'appuyer sur un groupe d'anciens qui connaît bien la maison. Renforcé par 5 arrivées, dont celle d'un nouveau gardien. Yann Gentil, en provenance de Rennes. Et le portier est prêt à relever le défi de la reconquête. Ça va être difficile, il y a quand même du lourd encore cette année dans le haut du tableau, donc il va falloir s'accrocher. Du 109 pour regagner les sommets. Et une nouveauté qui aura son importance, car pour la première fois depuis 10 ans, Chambéry ne jouera pas de Coupe d'Europe. Du coup, le calendrier sera allégé. Alto, cadence infernale, un match par semaine, ce sera la moyenne. Moi, je pense que ce rythme-là va pas trop mal nous convenir. Même si c'est vrai que parfois, je pense qu'en regardant les matchs à la télé, on aura un peu des fourmis dans les jambes. Mais bon, c'est comme ça, c'est une méritocratie et cette année, on ne faisait pas la maille. Pour faire la maille, cette saison, les Chambériens pourront aussi s'appuyer sur les bons conseils d'un certain Jackson Richardson. L'ancien Chambérien est de retour au club comme entraîneur adjoint. Je pense que l'intérêt de pouvoir transmettre certains messages, et ça permet de Mario de se concentrer sur le collectif. Et moi, j'ai plus facilité de m'intégrer individuellement, essayer de corriger ou apporter un petit plus pour les joueurs. Il ne reste plus que quelques jours aux joueurs de Chambéry avant d'attaquer les choses sérieuses. Elles débuteront par 2 matchs à l'extérieur, le premier à Toulouse, le deuxième à Montpellier. Pas mal pour une entrée en matière. Exceptionnellement, ce journal Alpes a été diffusé sur l'ensemble de la région. Merci à vous de l'avoir suivi.